Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Power Premier League. Une nouvelle fois, nous avons la chance de pouvoir échanger et de pouvoir écouter les différents éclairages de Bruno. Salut Bruno. Salut Andrea. Encore un plaisir de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, programme particulièrement chargé parce que, comme on le répète à chaque fois, il se passe beaucoup trop de choses du côté du Royaume d'Albion. On va traiter 4 sujets principalement. Notamment, on va parler de City, qui est, on peut le dire, tout feu, tout flamme. Ensuite, on évoquera un autre club, toujours dans le nord de l'Angleterre, qui a un peu plus de mal, évidemment, à savoir Liverpool. On essaiera de tirer quelques enseignements concernant le Chelsea version Tourelle. Et enfin, on finira par une vraie question concernant, on va dire, la place d'Harry Kane au sein du club de Tottenham. Aujourd'hui, on fait un rapide contexte avant d'attaquer concernant Manchester City. Manchester City qui reste sur une série absolument improbable. Manchester City qui, on peut le dire, a assommé l'adversaire Liverpool il y a quelques jours. Aujourd'hui, Man City, c'est 22 matchs, donc un match de moins que ses adversaires. Déjà 50 points. Et une différence de but stratosphérique avec un plus 29. Donc concrètement, compte tenu de ce contexte-là et de cette forme-là, qui peut aller chercher City ? À l'heure actuelle, visiblement pas grand monde, parce que les Citizens sortent d'un week-end assez exceptionnel pour eux. Ils ne pouvaient pas rêver mieux. C'était le week-end où ils devaient être le plus en danger parce qu'ils se déplaçaient à Liverpool, chez le champion d'Angleterre en titre. Qui avait montré des regains de forme à Tottenham, à West Ham. C'était aussi peut-être un peu la dernière chance pour Liverpool pour revenir dans la course au titre. Et puis au final, ils sortent du week-end avec des rivaux, des concurrents qui ont tous perdu des points, que ce soit Manchester United face à Everton, que ce soit Leicester à Wolverhampton. Et puis ils vont s'imposer surtout à Anfield, à Liverpool, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 18 ans. Donc c'est un week-end en or pour les Citizens et c'est un peu la suite presque logique, on va dire, d'une série de résultats assez impressionnante. C'était leur 10e victoire consécutive en Premier League. C'est-à-dire que si on revient un peu en arrière, c'est-à-dire 10 matchs en arrière, à la 13e journée, City était 9e. Ils étaient, on ne va pas dire à l'agonie, mais ils étaient très décrochés. Ils avaient 8 points de retard sur Liverpool. Aujourd'hui, ils en ont 10 de plus que les Reds. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 journées, ils ont pris 18 points à Liverpool. Ça dit autant de l'état de forme des Citizens que de celui des Reds depuis un mois et demi. Alors après, City, ce n'est pas totalement un rouleau compresseur, pas encore. C'est une équipe qui est extrêmement solide défensivement, qui prend peu de buts. Ouais. Et c'est peut-être l'équipe, on va dire, sur le peloton de tête de la Premier League qui commet le moins d'erreurs et qui a le moins de sauts de forme ou de trous d'air, comme ont pu avoir Tottenham, comme ont pu avoir Chelsea, qui a d'ailleurs limogé son entraîneur, qui a pu avoir récemment donc Liverpool, qui est dans une série très compliquée. Et peut-être à part Leicester, qui est peut-être une des équipes les plus régulières, qui est sur le podium maintenant depuis un certain nombre de semaines, ouais. City est vraiment la plus régulière et la plus solide. Et à travers ce que réalise City, il y a un joueur qui s'illustre et qui presque symbolise ce renouveau de City, c'est Gundogan, l'international allemand, qui est beaucoup plus offensif que lors de ses précédentes saisons. Il est à, je crois, 9 buts sur les 11 dernières apparitions. Ouais. Et il joue dans un rôle un peu plus avancé en fait, dans l'équipe de Guardiola, qui a un peu modifié son approche, qu'il avait déjà utilisé par le passé. C'est-à-dire que Cancelo, qui est le latéral droit ou gauche, joue dans un rôle avec le ballon beaucoup plus comme un milieu de terrain, ce qui permet de libérer Gundogan et qui peut se projeter un peu plus vers l'avant. Et Gundogan joue dans un rôle un peu plus proche de celui qui était de David Silva, où il va se servir de la profondeur, s'intercaler dans les lignes et finir souvent dans la surface adverse. Et ses stats le montrent. Et quelque part, c'est aussi une des nouvelles forces de ce City, avec davantage de présence dans le box, comme on dit en Angleterre, malgré l'absence de Kun Agüero, malgré le niveau de forme de Gabriel Jesus qui n'est pas totalement satisfaisant. Et Guardiola nous met un Foden en faux neuf, il met Gundogan beaucoup plus offensif, et tout de suite, Manchester City devient une équipe à nouveau dangereuse. D'accord, très clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Man City a fait le plus dur et que le club va tout simplement être champion. On avait une question, nous, au sein de la rédaction, Bruno. Si tu devais faire ressortir 3 joueurs
de ce Man City-là? Alors, on a bien compris qu'il y avait Gundogan, mais est-ce qu'il y en a deux autres que tu voudrais mettre en lumière ou plutôt mettre en avant cette espèce d'harmonie qu'a trouvé Guardiola avec ce Man City version 2021? Ce qui est assez extraordinaire, on l'a peut-être pas assez souligné, c'est que dans ce succès à Liverpool et même sur les dernières semaines, Liverpool brille sans son meilleur buteur qui est Kun Agüero, qui est absent depuis le début de la saison, et sans son meilleur joueur qui est Kevin De Bruyne. Et donc Guardiola a dû trouver des nouvelles forces dans son effectif. Et dans ce 11, pour moi, il y a la charnière centrale que je ne peux pas dissocier, Ruben Dias et John Stones, qui symbolise la nouvelle solidité de Manchester City, davantage d'équilibre. Ouais. On l'a dit, Gundogan, qui est le joueur en forme et extrêmement précieux dans ses stats. Et puis la petite merveille, Phil Foden, dont on parle beaucoup en Angleterre parce qu'il a un talent fou. Et c'est pas d'aujourd'hui, champion du monde avec les U17 en 2017, donc il y a déjà 4 ans. Il avait été élu meilleur joueur du tournoi. Et ce qu'il a fait, la performance qu'il a fait à Liverpool dans un rôle qui n'était pas habituel, de faux neuf, où il a encore par son jeune âge, il n'a que 20 ans, il peut encore progresser. Il a été sensationnel. Et quelque part, il a comblé aussi un peu les sauts de forme de Mahrez, de Sterling, qui ont été moins en vue, je trouve, ces dernières semaines. Et que c'est un gamin de 20 ans qui a fait basculer aussi un peu le match à Liverpool. En effet, un très rapide rappel sur Phil Foden, hein, c'est déjà 11 buts et 6 passes décisives. D'ailleurs, on voit fleurir un petit peu partout, notamment sur Twitter, une question: qui sera en premier Ballon d'Or, Haaland ou Foden? Bon, comme quoi la hype va très très vite. Oh là là, ouais. Non, ça c'est un débat qui m'énerve parce qu'on disait la même chose à Mbappé. Et puis on se rend compte que pour arriver au Ballon d'Or, il faut être très très fort, il faut surtout progresser année après année. Haaland est exceptionnel, mais je pense que Haaland va devoir passer dans un nouveau club d'une plus grande envergure pour prétendre au Ballon d'Or. Et quand on change de stature de club, forcément il y a une adaptation. Et Phil Foden, il est encore tout jeune, il a 20 ans. Bien sûr. Laissons-le grandir tranquillement. Et déjà, faut qu'il soit un titulaire à City. Il faut qu'il intègre l'équipe d'Angleterre comme un titulaire. Est-ce qu'il sera à l'Euro ou pas? En tout cas, je pense qu'il y sera. Mais est-ce qu'il sera titulaire à l'Euro? On ne sait pas. Laissons-le grandir. Il est jeune. Exactement, c'est très bien dit. On reste dans le nord de l'Angleterre. On prend la direction de Liverpool. Liverpool qui, on le sait, a beaucoup de mal, il me semble, depuis la mi-décembre, qui cumule une 3e défaite d'affilée à la maison, ce qui n'est pas forcément de bon augure, surtout pour eux. Donc concernant le dernier choc qui a eu lieu il y a encore quelques heures, est-ce qu'on peut dire que pour Liverpool, c'était déjà le clap de fin concernant le titre en Premier League? C'est toujours difficile de dire à 15 journées de la fin que le titre est plié quand on a 10 points de retard sur le leader. Parce que l'histoire nous a montré, et notamment une course-poursuite entre United et Manchester City en 2012, que tout peut jouer à la dernière seconde de la dernière journée du championnat. Quelle saison saison exceptionnelle. Donc on a toujours cette petite réserve. Maintenant, on sent quand même que le titre a échappé, est en train d'échapper aux Reds. Et là, on en revient à ce que disait Alex Ferguson, qu'on ne gagne pas le titre pendant les fêtes, mais on peut le perdre. Et quelque part, Liverpool a sans doute perdu le titre sur le mois qui s'est écoulé. Et le mois, c'est-à-dire depuis le Boxing Day jusqu'à aujourd'hui. Liverpool a craqué, ce qu'on ne lui connaissait pas sur les dernières saisons. Il a craqué sur des postes plus que sur une espèce de sentiment général. Contre Manchester City, ils ne sont pas catastrophiques, ils font plutôt un match correct, plutôt bon, mais ils craquent, ils coulent à cause des erreurs de leur gardien, Alisson Becker, des erreurs inhabituelles. On n'a pas l'habitude de voir ce gardien-là faire de telles erreurs, notamment dans les relances au pied. Oui. Autant de relances au pied ratées dans un même match. Il a craqué aussi par ses latéraux, qui était une de ses grandes forces, avec Trent Alexander-Arnold qui a souffert face à Raheem Sterling, avec Robertson qui a souffert face à Phil Foden, avec un milieu qui a été extrêmement perméable, parce que aussi Fabinho et Henderson évoluent en défense centrale, parce qu'un Thiago Alcantara, dont on disait mont et merveille sous le maillot du Bayern, on s'aperçoit que c'est plus compliqué quand il doit défendre. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut même se poser la question, est-ce que Liverpool, le danger, c'est peut-être de ne pas finir dans le top 4, ce qui serait une catastrophe. Et ça nous renvoie à la saison 2013-2014. Liverpool avait laissé échapper le titre. C'était le Liverpool de Brendan Rodgers. On se souvient la glissade de Steven Gerrard face à Chelsea.
Et la saison suivante, Liverpool avait fini 6e du championnat. Il s'était totalement écroulé. Ça avait été le début des ennuis de Brendan Rodgers, puis son départ, puis l'arrivée de Jürgen Klopp. Et aujourd'hui, c'est un peu le danger qui guette Liverpool s'ils ne se ressaisissent pas. On a vu Chelsea est revenu un point, Tottenham est en train de se revigorer, on va dire. Et donc, il y a une concurrence pour ce top 4 qui est extrêmement intense. Donc là, il y a la question de ce danger de Liverpool. Ensuite, ce qui se passe à Liverpool, il y a toujours des explications et un peu quelque chose d'une suite logique. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si Liverpool n'est pas en fin de cycle. Alors, c'est un grand mot, mais peut-être que son 11 arrive à la fin d'un cycle. Ouais. Et aujourd'hui, son 11, par exemple, c'est le plus âgé de Première Ligue. Il suffit de voir son trio offensif. Mané, Salah, Firmino, ils vont tous avoir 29 ans au mois de juin prochain. 8 des 11 titulaires de la finale de la Ligue des Champions de 2018, qui est quelque part le début de la montée en puissance de Liverpool et Jürgen Klopp, le sont encore aujourd'hui. Et qu'il y a 3 postes qui ont été modifiés. C'est le gardien avec Alisson, le défenseur central associé à Van Dijk qui est soit Gomez, soit Matip, et un milieu de terrain qui s'appelle Fabinho. Tous les autres étaient déjà là. Donc on va arriver aux 3 années et on dit souvent que les grandes équipes, c'est des cycles de 3 ans. Et il suffit de voir dans les joueurs qui ont le plus débuté de matchs en Première Ligue depuis cette année 2018, et 5 des 11 joueurs de cette Première Ligue sont des joueurs de Liverpool. Donc ça veut dire que Liverpool a besoin de rafraîchir, d'apporter un peu de renouvellement à son 11. C'est quelque chose qui avait été anticipé par Jürgen Klopp l'été dernier, puisqu'il a recruté Thiago Alcantara au milieu de terrain pour apporter plus de créativité, et Diogo Jota pour apporter du renouvellement à son trio offensif. Et ça avait plutôt bien marché, juste avant que Jota se blesse et avant que Thiago Alcantara se blesse également, ce qui a freiné son adaptation. Donc Jürgen Klopp est totalement conscient de ce qui se passe. Maintenant, il va falloir que cet été, Liverpool recrute et tape fort, parce que ce n'est pas des joueurs de complément dont a besoin Liverpool, mais c'est clairement des titulaires, au moins un dans chaque ligne. D'accord, très clair. Et justement, pour en avoir parlé avec ton compatriote qui s'occupe de la Bundesliga, il y a un match qui arrive très rapidement en Champions League contre Leipzig. Leipzig qui est dans une trend beaucoup plus positive, puisqu'ils savent déjà que pour eux Munich est champion, donc ils veulent surtout consolider leur 2e place et ils veulent faire un coup en Ligue des Champions. Donc ils arrivent à se faire cette confrontation dans quelques jours en n'ayant rien à perdre. Donc c'est souvent une formule qui peut marcher, surtout face à une bête un petit peu blessée comme Liverpool. Est-ce que tu as eu vent de certaines choses qui pourraient se dire concernant ce match du côté de l'Angleterre ? Non, pas encore, parce qu'on n'en est pas encore là. Il y a encore des matchs entre-temps. Là, il y a une journée de Cup. Ensuite, il y a encore une journée de championnat. Enfin, La Ligue des Champions, il faut vraiment faire la différence entre la Première Ligue et la Ligue des Champions. Il suffit de voir la saison passée, Liverpool caracolait en tête de la Première Ligue et ils ont chuté en Ligue des Champions à un moment où on ne les y attendait pas, face à l'Atlético Madrid, qui lui-même était en difficulté en Liga. Donc c'est vraiment 2 compétitions différentes, mais c'est sûr que Liverpool sera attendu et Liverpool sera forcément en danger face à cette équipe de Leipzig, un petit peu comme Manchester United l'a été en poule face à cette même équipe. Donc voilà, le danger de Liverpool, il est partout, il faut absolument qu'ils se ressaisissent. Mais pour moi, ça passe toujours par la même chose, il faut que les blessés reviennent et que le 11, qui était sa grande force, redevienne ou se rapproche un peu plus du 11 qui était le sien sur les 2-3 dernières saisons. D'accord, mais on va suivre tout ça avec attention. Et c'est vrai qu'avec le rythme des matchs, dans 8 jours, il y aura déjà eu 3 matchs. Voilà, c'est tout simplement notre lot de cette saison si spéciale où pour l'instant Man City semble le mieux gérer ses effectifs. On descend, on prend la direction du sud et on va faire un double sujet du côté de Londres. On va démarrer avec Chelsea, le Chelsea de Tuchel qui est nouvellement arrivé. Aujourd'hui, Chelsea, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et 1 match nul, si je ne m'abuse. Quels sont, selon toi, on sait que c'est très tôt et on sait que quand un entraîneur arrive, et on le voit avec Pochettino qui est arrivé à Paris, il faut toujours un petit peu plus de temps. Mais quels sont les premiers prémices, les premiers mini-enseignements que l'on peut tirer de ce Chelsea version Tuchel ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a un vrai effet Thomas Tuchel à Chelsea. Il suffit de regarder les stats. 10 points sur 12 possibles en championnat. On pourrait même
presque occulté le premier match, qui est ce match nul face à Wolverhampton. Il faut rappeler que Tuchel avait repris l'équipe en main la veille au soir seulement, donc on peut penser que l'effet pouvait se faire un tout petit peu attendre. Aujourd'hui, ils sont revenus à 1 point de Liverpool, donc à 1 point du top 4, qui est l'objectif à minima des dirigeants de Chelsea. Donc pour l'instant, l'effet Tuchel marche par rapport à ce qui s'est passé avec Frank Lampard. Il y a aussi un effet marquant dans l'organisation de l'équipe, puisqu'il a changé de système. Il est passé à un 3-4-3. C'est un système qu'on a déjà vu avec Tuchel sous le maillot du PSG, mais c'est aussi un système qu'on connaît bien à Chelsea, parce que c'est ce qui avait fait le succès de la période Antonio Conte, avec le retour de Marcos Alonso dans le couloir gauche, qu'on connaît bien, et puis un joueur un peu plus offensif, qui est Hudson-Odoi, qui remplace quelque part, presque poste pour poste, Victor Moses, sous Conte, qui était lui aussi un ancien attaquant. Donc il y a vraiment des similitudes, sachant qu'il y a une variante avec des choix plus défensifs, Reece James dans le couloir droit et Ben Chilwell dans le couloir gauche. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est déjà connu à Chelsea, donc on a déjà un peu des repères. Maintenant, il y a encore des défis pour Thomas Tuchel, et le plus important, c'est de relever Timo Werner, qui est en train de traverser un énorme désert qui est sans fin. 14 matchs de Premier League sans marquer, c'est énorme. On le voit bien, il est en plein doute, il y a un manque de confiance, même s'il était décisif lors du dernier match à Sheffield où il provoque le penalty. Mais voilà, on attend plus de Werner, et c'est surtout, je pense, ce joueur-là qui peut amener une différence à cette équipe de Chelsea, qui peut la ramener quelque part dans le top 4. On disait sur City que City joue sans Agüero, forcément, ou que Liverpool joue sans Van Dijk, et forcément Chelsea avec un Werner qui claque, forcément redeviendra une force vive de cette Première Ligue. En effet, en plus, faudra que je retrouve cette stat, mais qui est assez incroyable, où Timo Werner, il a cette propension à être l'un des joueurs qui arrive à se créer le plus d'occasions. Mais à côté de ça, qui a un taux de réussite absolument famélique, comme évidemment on peut le souligner. Beaucoup de matchs sont à venir pour le Chelsea. C'est assez incroyable le planning qui arrive. On a forcément le mois, c'est simple, le mois à venir, le mois qui arrive pour Chelsea va déterminer la saison des Blues. Entre le 23 février et le 20 mars, ils vont jouer 2 fois l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Ils vont affronter Manchester United, Everton, Leeds et Liverpool. Exactement. Donc, en fonction de comment Chelsea va traverser ce prochain mois, on saura quelque part la fin de saison de Chelsea, avec des enjeux énormes et une pression énorme. En effet, et on a hâte de voir comment vont se comporter les joueurs de Chelsea, notamment certains anciens pensionnaires de Ligue 1. On reste à Londres et on va du côté de Tottenham, du côté des Spurs, qui aujourd'hui, on va pas se mentir, en Première Ligue, sont un petit peu presque dans le ventre mou, dirais-je. Ils sont 8e, 36 points, pas si loin que ça évidemment du top 5. Et on sait à la vitesse à laquelle peuvent aller les choses en Première Ligue. Mais c'est surtout la tendance qui est, si on reprend des termes boursiers, la tendance qui est quand même sacrément baissière. Au-delà de ça, cela met en avant plusieurs problèmes qu'il y a en ce moment à Tottenham. Notamment, pas un problème, mais une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que Kane, dans l'état de forme dans lequel il est, et surtout depuis plusieurs années, et le statut qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il doit rester à Tottenham ? Je vais tourner ta question, qui est bonne, d'une autre manière. Est-ce que est-ce que Harry Kane n'est pas trop grand pour Tottenham aujourd'hui ? Ou est-ce que Tottenham n'est pas trop petit pour Harry Kane aujourd'hui ? C'est la même question. Mais ça part d'un fait déjà de retour de blessure d'Harry Kane, qui a évidemment manqué à Tottenham, même si l'absence de Kane n'expliquait pas tous les problèmes de Tottenham, qui sont beaucoup plus larges. Mais on a vu tout de suite son apport. Déjà, il revient, il marque. On a retrouvé Minson qui se sentait un peu orphelin sans Harry Kane, avec qui il forme une paire absolument formidable. Et puis surtout, ça part d'un constat de José Mourinho, qui a finalement admis que son équipe était extrêmement dépendante d'Harry Kane, ce qui est tout à fait logique parce que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, comme lui-même l'a dit, et que n'importe quelle équipe serait dépendante de son meilleur joueur. Si vous retirez Neymar au PSG, Messi au Barça ou Benzema au Real Madrid, les équipes seront en difficulté. Mais quelque part, quand on voit le niveau de performance d'Harry Kane cette saison, mais depuis maintenant un certain nombre d'années, et en parallèle celle de Tottenham, on peut
quand même se poser la question, en tout cas on pourrait comprendre que lui se pose la question de savoir où est son avenir dans les 3-4 prochaines années. Il va avoir 28 ans en juillet prochain, c'est-à-dire qu'il est dans la pleine force de l'âge pour un attaquant. Et quelque part, on l'a vu à travers le documentaire notamment réalisé par Amazon, que c'est quelqu'un de très ambitieux. Cette phrase qu'il avait sortie où il veut se mesurer à Messi et Cristiano Ronaldo, en tout cas atteindre ce niveau de forme, ce qui avait pu faire sourire, mais ça démontre aussi quelque part son ambition. S'il veut assouvir cette ambition, il doit changer de club, c'est obligatoire. Ce type d'attaquant, il doit faire partie du gratin européen des meilleurs, des 4-5 meilleurs clubs européens. Donc c'est quoi? C'est le Barça, c'est le Real Madrid, c'est le Bayern de Munich, c'est la Juve, c'est Manchester City et un degré moins de PSG. Je le mets en dessous, pas par rapport au PSG, mais par rapport à son championnat qui est la Ligue 1. Ouais. Donc ça veut dire que Ken doit changer de club. Et voilà, et on arrive à une période très importante, je trouve, parce que quand on regarde les attaquants des grands clubs, on a vu que le Barça avait laissé partir Luis Suarez, Benzema à 33 ans au Real Madrid, Lewandowski 33 ans au Bayern de Munich, Agüero 33 ans à Manchester City, Cavani 34 ans le 14 février à Manchester United. Donc, ça veut dire que tous ces clubs-là pourraient être amenés à chercher un nouvel avant-centre. Et c'est très sérieux. Et je pense que Ken, maintenant il y a une question personnelle, est-ce que lui a envie de faire toute sa carrière en Angleterre? Ce qu'il pourrait faire absolument, il peut être le joueur d'un seul club et rester à Tottenham. Il peut demander à aller dans un plus grand club anglais pour gagner le titre, la Première Ligue, ce qu'il n'a toujours pas fait, que ce soit à Manchester City où on cherche un nouvel attaquant, un successeur à Kun Agüero, que ce soit à Manchester United où on voit bien, ils ont été chercher Cavani qui va avoir 34 ans, donc ça veut dire aussi qu'ils cherchent un avant-centre, et Liverpool qui est aussi, quand on voit l'état de forme de Firmino, à la recherche peut-être d'un nouveau neuf. On a beaucoup parlé d'Mbappé, on parle aussi d'Haaland, mais on pourrait aussi parler d'Harry Kane. Kane serait formidable dans ce système de Jürgen Klopp. Et l'autre question, c'est de savoir est-ce que Kane ne veut pas être encore plus grand en visant, on va dire, à l'international et être l'attaquant d'un des plus grands clubs européens. Je parle par exemple du Real Madrid ou du Bayern de Munich, où très honnêtement, il ne ferait pas tâche, il serait très bon dans ces équipes-là. Donc c'est un choix personnel, mais c'est aussi un choix de contrat, et il est sous contrat jusqu'en 2024 à Tottenham, et on sait très bien la qualité de négociateur de Daniel Levy, sa fermeté dans les négociations. On se dit qu'il y a peut-être peu de chances qu'Harry Kane quitte Tottenham cet été s'il ne va pas au bras de fer avec son président. Très clair. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous verriez Harry Kane évoluer, en Première Ligue ou à l'international, et surtout dans quel club. Personnellement, je le verrais très bien à Manchester United ou à Liverpool, mais après, on va dire qu'il y a énormément de paramètres avant qu'un transfert se fasse ou non. Je pense, pour moi, il y a 3 clubs. Il serait bon dans tous les clubs. Oui. Je pense qu'en Angleterre, là où il serait le plus fort, c'est à Manchester City. Parce qu'on le voit bien, c'est pas seulement un 9 Harry Kane, c'est presque un 9,5, presque un 10. Et dans le système de Pep Guardiola, avec un attaquant qui décroche pas mal, je pense qu'il serait extraordinaire. Après, moi, d'un vœu, j'aimerais le voir aussi au Real Madrid parce que les meilleurs attaquants doivent viser le Real Madrid, qui est sans doute le plus grand club du monde. En effet, nul doute que son sens du placement et sa qualité de finition, ce qui est quand même plutôt rare à ce niveau-là pour un numéro 9, ça pourrait faire des étincelles dans tous les clubs et surtout tous les grands clubs. Merci beaucoup Bruno d'avoir balayé avec nous l'actualité de la Première Ligue. On a parlé de City, on a parlé de Liverpool, on a parlé du nouveau Chelsea de Tuchel et de Kane. Est-ce qu'il doit rester à Tottenham, oui ou non? Et si oui, sinon où est-ce qu'il part? Merci pour ces sujets très transverses. Je te dis à très vite. À très vite, ciao.